Dans un monde où chaque geste compte, un événement majeur attire tous les regards. Vladimir Poutine prend la parole à la séance plénière du Forum international de l'Arctique. Mais derrière cette scène se cache bien plus qu'un simple discours. Que cache vraiment la présence du président russe au cœur de cette région stratégique et sensible? Des alliances secrètes aux intentions cachées, chaque mot prononcé pourrait bien être un indice crucial sur l'avenir géopolitique. Chers amis, la conquête du Grand Nord russe se fait dans des conditions naturelles difficiles, mais n'ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles frontières, et cela a inspiré beaucoup de générations de nos ancêtres, des grands navigateurs, des marchands, et au Moyen-Âge, puis au XVe siècle, au XVIe siècle, les grands découvreurs, les scientifiques, les explorateurs, et tout simplement les travailleurs à l'époque soviétique, des grandes entreprises, et notamment celles de la Russie d'aujourd'hui, sont intéressées par les projets. Et aujourd'hui, le vecteur du Grand Nord est prioritaire. Il s'agit de défendre notre choix stratégique, c'est-à-dire que c'est un objectif que nous nous fixons, et les projets qui sont lancés, qui sont mis en œuvre, correspondent à une dimension historique pour des décennies, peut-être même des siècles en avance. Pour tout cela, pour renforcer le leadership de la Russie d'une manière générale, et nous assurerons le développement de cette région. Nous créerons des bases fiables pour les générations à venir. Merci, je vous remercie. Asseyez-vous, je vous en prie. Chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, je salue les participants et les visiteurs du 6e Forum l'Arctique, terre de dialogue. Et c'est la première fois qu'il se déroule à Mourmansk, qui est une capitale, une ville héroïque du développement de l'Arctique. Et comme nos autres villes du Grand Nord, elle est le cœur de grands projets nationaux. La Russie est une grande puissance arctique et nous nous prononçons pour une coopération sur un pied d'égalité dans le domaine de la recherche scientifique, dans la préservation de la diversité de l'environnement et la résolution des catastrophes naturelles, et évidemment à la conquête de l'Arctique. Évidemment, seul un travail mené de concert, pas seulement avec les pays qui sont sur le cercle arctique, mais les autres pays qui partagent cette responsabilité pour assurer un développement durable de l'humanité dans un équilibre des solutions choisies pour des décennies à venir. Malheureusement, la coopération internationale aujourd'hui connaît des temps particulièrement difficiles, et ces dernières années, un certain nombre de pays occidentaux ont choisi la voie de la confrontation, ont rompu leurs liens avec la Russie, ont mis fin aux contacts culturels, scientifiques, ont fermé le dialogue au sein de l'écosystème de l'Arctique, c'est-à-dire que des responsables politiques, des partis politiques, dans certains pays occidentaux, disent à leurs citoyens, à leurs électeurs, que l'agenda climatique est important, et en même temps, ils agissent de façon complètement opposée. Et je rappelle que pour la coopération dans le domaine écologique, pour la prévention des situations d'urgence sur le cercle arctique et sur la capacité à réagir à ces menaces, a été créé ce Conseil de l'Arctique. Et ce mécanisme aussi, aujourd'hui, s'est dégradé. Et d'ailleurs, ce n'est pas la Russie qui a refusé une coopération dans ce domaine, mais c'est le choix de nos partenaires occidentaux, des pays extra-occidentaux. Et comme on dit, dans ces cas-là, si vous voulez pas, c'est pas la peine. On va se débrouiller avec ceux qui veulent. En même temps, on voit que le rôle et la signification de l'Arctique pour la Russie, comme pour l'ensemble du monde, ne cessent de croître. Et on voit aussi se renforcer, malheureusement,
une concurrence géopolitique, une lutte pour l'acquisition de positions dans cette zone. Il suffit de dire, tout le monde le sait ici, de parler des plans des États-Unis pour se rattacher le Groenland. Et le Groenland est, à première vue, une terre qui est, et ceux qui pensent qu'elle n'est pas importante, qui pensent que ce discours n'est qu'une extravagance des dirigeants politiques aux États-Unis. Pas du tout. Au contraire, cela correspond à une ligne politique qui était déjà énoncée dans les années 1860. Et déjà, les États-Unis songeaient déjà à l'annexion du Groenland et du Canada, mais à l'époque, il n'y avait pas eu de soutien. Justement, il est opportun de se souvenir qu'en 1860, dans les journaux américains, la question de l'achat de l'Alaska avait été présentée comme une décision folle et simplement l'acquisition de territoires d'ours blancs, et le président américain de l'époque n'avait pas pu mener à bien cette acquisition du Groenland. Mais aujourd'hui, cette acquisition, ce rattachement correspond à celui qui s'était fait avec de l'Alaska, et les États-Unis eux-mêmes ont une vision tout à fait différente de cette situation, de même que l'action du président d'alors, Johnson. Et donc rien d'étonnant à voir ce que nous constatons aujourd'hui. D'autant plus que ce n'était alors que le début de cette histoire, et qui s'est poursuivie en 1910 avec un accord d'échange de territoire entre l'Allemagne, les États-Unis et le Danemark. Et d'ailleurs, le Groenland aurait été rattaché aux États-Unis, mais finalement, cette transaction ne s'est pas faite. Et donc, les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, ont installé des bases militaires au Groenland pour éviter que ce territoire soit saisi par les nazis. Et ensuite, récemment, les États-Unis ont proposé de rappeler ce territoire au Danemark. Donc cela correspond à des projets de la part des Américains qui sont clairs sur le Groenland. Ces projets, comme je l'ai montré, ont des racines qui sont déjà anciennes, et nous pouvons être certains que les États-Unis continueront à promouvoir leur ligne de défense de leurs intérêts économiques, militaires, politiques dans toute cette zone. Et quand on parle du Groenland, on parle d'un État concret qui n'a aucun rapport avec nous, mais ce qui nous préoccupe, c'est plutôt le fait que les pays de l'OTAN, d'une manière générale, de plus en plus, décrivent le Grand Nord comme une zone de conflit potentiel et veulent impliquer des troupes sur ces territoires, et notamment par le biais des nouveaux membres de l'OTAN, la Suède et la Finlande, qui, encore tout récemment, ne voyaient aucun problème là-bas, dans cette zone polaire. Mais en tout cas, nous allons partir du fait de la réalité et nous allons réagir. Et je souligne que la Russie n'a jamais menacé personne dans l'Arctique. Et nous suivons l'évolution de la situation. Nous mettons en place une ligne de riposte précise avec nos infrastructures militaires et nos forces, et nous ne permettrons aucune atteinte à la souveraineté de notre pays. Nous défendrons de façon sûre nos intérêts nationaux en maintenant la stabilité dans la zone, en favorisant le développement économique de cette région, en préservant les milieux naturels et le milieu humain. Et nos positions seront d'autant plus solides que nous voyons des résultats et que nous aurons plus de potentiel pour lancer de grands projets internationaux dans l'Arctique avec les pays amis, avec les États qui sont amis. Et quand on parle des pays occidentaux, évidemment, s'ils manifestent un intérêt pour une coopération, je suis convaincu que le temps et ses projets viendront.
Chers amis, la zone arctique représente un quart de la superficie de la Fédération de Russie. Nous avons 2,5 millions de nos citoyens qui travaillent, qui apportent une contribution importante à l'avancée de notre pays. Et les estimations montrent que cette zone représente 7% du PIB et 11% des exportations de la Russie. Et ce sont des perspectives tout à fait positives pour un développement global de cette région. C'est une orientation majeure pour le développement des corridors logistiques et de transport. Et notons que cette année, ça fait 500 ans qu'il y a la première mention dans des documents historiques sur l'idée d'une voie maritime du Grand Nord et qui envisageait donc ce chemin jusqu'à la Chine par le passage maritime du Grand Nord et qui correspond justement au corridor de transport arctique actuel et donc jusqu'au détroit de Bering. Cela peut sérieusement raccourcir le temps de trajet et encore tout récemment, en 2014, nous étions à 4 millions de tonnes et l'année dernière à 38 millions de tonnes transportées par cette voie. Donc c'est 5 fois plus que le record de l'époque soviétique. Et nous considérons que nous sommes certains que d'ici 2030, nous en serons à 70 millions de tonnes. Mais nos projets en matière de volume et de géographie, des transports et de développement de la flotte arctique sont bien plus importants. Et cette flotte doit devenir un élément clé des itinéraires de transport de Mourmansk à Vladivostok. Et cette voie est appelée à unir les nœuds industriels, économiques mondiaux par une voie sûre et avantageuse sur le plan économique. Et donc on en parle partout, et dans les pays occidentaux comme dans les pays orientaux, tout le monde comprend bien que cette base de transport autour du corridor arctique permet de faciliter la transformation des ressources, le transit, et je souligne en particulier la corrélation entre ce corridor et le réseau ferroviaire intérieur de la Russie, entre l'Extrême-Orient et les parties occidentales de notre pays, et même cette idée de construction de la voie magistrale ferroviaire à travers tout le pays correspond déjà à une vision de l'avenir où on prend en compte non pas les nécessités du moment mais aussi les intérêts du pays pour des siècles à venir, et c'est l'orientation que nous devons suivre quand nous travaillons sur le corridor de transport arctique. Quels sont les objectifs prioritaires ici? La première chose, déjà, la Russie a la plus grande flotte de brise-glace au monde. Nous avons besoin de renforcer cette position, de lancer de nouveaux brise-glace de nouvelle génération à propulsion nucléaire qui n'existent pour l'instant que chez la Russie. Aucun pays au monde n'a cela. 4 de ces brise-glace la série 22-22-0, nous avons déjà 3 nouveaux qui ont été lancés, Tchoukotka, Leningrad et Stalingrad, avec le brise-glace Russie qui sera encore plus puissant et qui permettra d'acheminer des navires de gros tonnage dans le monde. Et je le souligne, l'ensemble de ce projet sur le corridor de transport arctique doit être concurrentiel, doit apporter des avantages au marché, doit être significatif pour améliorer l'implication des entreprises dans ces échanges commerciaux. J'en ai parlé avec les entreprises et je ne peux pas ne pas être d'accord avec le fait que c'est un élément moteur. Et ensuite, la Russie, comme puissance souveraine, doit défendre sa propre flotte commerciale dans l'Arctique et qui sera capable d'assurer des transports non seulement par les mers du Nord, mais aussi par les voies internes à la zone arctique. Et
les constructions navales russes sont pour l'instant insuffisantes. Et par conséquent, il s'agit de travailler de façon tous azimuts, de manifester le fait que nous sommes prêts à une coopération avec les grands producteurs mondiaux pour mettre en place un système de construction navale capable de répondre aux objectifs stratégiques. Et bien sûr, il s'agit en premier lieu, et j'attire l'attention sur le fait qu'il s'agit de soutenir nos chantiers navals qui se modernisent, qui étendent leur production et de mettre en place des chaînes d'approvisionnement internationales. Et je demande au gouvernement de travailler à la construction en Russie de nouveaux chantiers navals de haute technologie. Troisièmement, ce corridor de transport arctique fonctionne déjà très bien avec des entreprises qui transportent des produits gaziers et pétroliers et nous mettons en place les conditions pour favoriser l'intervention d'autres opérateurs pour le transport de charbon, de conteneurs et nous sommes ouverts ici aussi à des entreprises conjointes avec des opérateurs étrangers qui pourraient ici trouver des avantages à travailler avec les nôtres, pas seulement au point de vue des capitaux, mais aussi des technologies, mais avec leur propre flotte commerciale. Quatrième point, nous allons accélérer les capacités de production et de passage dans nos ports de mer, notamment avec des systèmes d'automatisation et de drones. Et autour de ces nœuds de transport, en construisant de nouveaux terminaux, nous pouvons renforcer et augmenter par 3 cette capacité de transport. Et j'ajoute que l'intérêt pour ces projets et le développement de ces infrastructures de l'Arctique peuvent se faire avec nos partenaires la Biélorussie, comme la Biélorussie, la Chine, les Émirats arabes unis. C'est intéressant de constater, sur le plan de la gestion des affaires, de voir que les grands centres logistiques nous permettent de créer de nouveaux pôles avec des caravanes de navires comprenant des charges étrangères, avec des plateformes industrielles pour développer tout cela et augmenter la stabilité, la durabilité logistique. Et je demande au gouvernement de travailler à l'augmentation de ces capacités des ports de mer et voir sur quel point du littoral arctique de nouveaux nœuds pourraient être créés et à quel rythme cela pourrait se faire pour développer les infrastructures voisines. Et je parle notamment des connexions avec le réseau ferroviaire. À cet égard, nous avons besoin, de façon similaire à ce que nous avions fait avec le réseau Transsib, nous pouvons travailler sur le polygone ferroviaire de l'Arctique et développer ce réseau dans la République des Komi et d'autres réseaux. Nous savons aujourd'hui quelle est la situation autour du développement du réseau ferroviaire, quels sont les défis qui s'opposent aujourd'hui à l'entreprise, tout cela, nous le savons très bien. Mais il faut réfléchir à cet itinéraire de transport maritime du Grand Nord dès aujourd'hui. Quelles sont les possibilités qui s'ouvrent ici? Et aujourd'hui, la connexion entre les régions occidentales et orientales de Russie permettront d'avoir cet accès, de décharger un peu, de réduire la charge sur le réseau ferroviaire Transsib. Et sur la question des accès à l'Arctique, nous avons ici aussi la question du corridor nord-sud qui rejoint le Grand Nord à la zone du Golfe Persique. Et là, nous pouvons développer d'autres potentiels de voies ferroviaires sur nos grands fleuves, la Lena, l'Enisei, l'Ob, et donc renforcer là aussi les conditions de travail pour la population qui travaille dans le Grand Nord. Qu'est-ce que je voulais également dire? Pour la réalisation de cette initiative et ainsi que d'autres, nous avons besoin des ressources de l'État, des régions, des entreprises, y compris les banques avec participation de l'État. Nous devons également mettre en place des possibilités
offertes par le Fonds du marché intérieur pour les infrastructures. Là, il faut des capacités d'achat à long terme qui garantissent la souveraineté en matière de transport de la Russie. Et je suis sûr que si ces projets voient la participation de nos partenaires étrangers, eh bien cela prévoit l'introduction de nouveaux capitaux avec des perspectives à long terme. C'est pourquoi on ne peut pas mettre ces projets de côté ou les reporter. Il faut les faire maintenant. C'est pourquoi il nous faut une approche souple en s'intéressant comment on peut investir tant au niveau de la Russie qu'au niveau de l'étranger. Et nous devons mettre en place des projets spéciaux avec un bureau qui va s'occuper des questions de transport, de logistique, d'infrastructure dans l'Arctique, ainsi que des projets de développement urbain dans la région. C'est-à-dire des structures où les investisseurs potentiels peuvent s'adresser directement à qui de droit pour recevoir du soutien. Et il s'agit également de faire ce genre de choses avec des entreprises Rosatom, de Gossoviet, et pour confirmer les modèles de développement du corridor de transport arctique. Mes chers collègues, aujourd'hui, l'Arctique contient du gaz, du pétrole, des métaux et d'autres matières premières. Nous poursuivons notre travail avec des projets. Le problème ici est d'ouvrir aux entreprises la possibilité de travailler sur ces ressources. Il s'agit d'ajouter des matières premières avec des coûts intéressants. Nous devons mettre en place de nouveaux équipements techniques et industriels modernes. Nous devons également permettre la localisation du gaz naturel, par exemple. Il faut beaucoup travailler dans ce domaine. Je m'adresse aux collègues du gouvernement et des régions. Il nous faut non seulement proposer, mais également, de manière efficace, mettre en place un instrument de soutien des investissements de l'architecture, avec des mesures fiscales, des systèmes préférentiels pour le bien de l'infrastructure. Je rappelle aux collègues qu'il sera nécessaire de mettre en place des projets de gazification de Mourmansk d'ici 2030. Je le souligne, cette tâche ne peut être reportée. Il y a également des perspectives à ne pas négliger, comme le tourisme. L'Arctique, le Nord, est un point de concentration de richesses naturelles et culturelles très importantes. Chaque année, plus d'1 million de touristes viennent visiter l'Arctique pour ses paysages et autres, faire du traîneau à chien ou tout simplement voyager dans l'archipel polaire. Le tourisme est en augmentation et c'est pourquoi nous avons beaucoup de projets dans ce domaine. Le tourisme doit avoir aussi des infrastructures comme de l'hôtellerie et autres. Je demande au gouvernement et aux régions de soutenir toutes les initiatives qui ouvrent de nouvelles frontières à l'Arctique et qui permettent de stimuler l'intérêt pour cette région. Il y a un projet un peu analogue à celui du Baïkal pour la mer Blanche. Bien sûr, il y a pour le tourisme de masse, nous avons besoin d'une accessibilité au transport avec du transport aérien, avec des billets d'avion l'année dernière. Il y a eu plus de 800 000 passagers qui se sont rendus en Arctique, et avec des billets d'avion subventionnés. Ensuite, les aéroports ont besoin d'une rénovation.
Nous avons également des projets de modernisation de ces aéroports, Tselikernit, Argelsk, Vorkuta et autres. Dans l'ensemble, notre tâche est de soutenir en Arctique les réseaux d'aéroports et d'aérodromes, avec, y compris avec des endroits très localisés pour l'atterrissage dans des petits endroits. Nous devons également permettre le passage de l'aviation sanitaire. Mes chers amis, l'objectif intégral de nos projets est d'améliorer la qualité de vie des populations. Il faut travailler pour l'éducation, le repos et la stimulation des forces des personnes. J'ai travaillé avec j'en ai discuté avec des populations sur place. Les personnes sont très attachées à cette terre. Comme vous le savez, il y a un projet d'amélioration de la zone arctique. Cela concerne Kargensk, Murmansk. Ce sont des projets avec Kirovsk, Etchegorsk, Bielamorsk, Vorkuta dans la République de Komi, Bilibina, Bivek, Tchukotki, Selikhard, Noveringoy, qui sont des régions autonomes, sans oublier Dixie, Narisk, Igarsk et Diskon dans le domaine de Krasnoyarsk. Je voudrais remercier particulièrement l'entreprise qui a mis au point ces projets. Ces projets constituent des documents d'ensemble avec des programmes visant à développer l'espace économique. Ici, on va appliquer des systèmes de développement des petites localités avec des organisations, y compris des organisations des peuples autochtones. Il s'agit d'accélérer la mise en place et la mise en œuvre de ce projet, notamment les financements. Nous devons examiner la partie arctique du projet de financement avec des investisseurs stratégiques qui travaillent en Arctique ou qui veulent le faire. Je demande de créer un centre spécial de compétences où ceux qui souhaitent servir dans ce domaine puissent le faire dans les villes les plus reculées. Nous devons également mettre en place un concours de création d'un environnement confortable. Nous devons prévoir des éléments du budget fédéral. Je demande à nos collègues d'affiner les chiffres, mais il faut déterminer ces limites, il faut du soutien. Il y a des collègues qui travaillent sur ces questions de manière à ce qu'il y ait davantage de possibilités pour créer des zones piétonnes dans les villes, des squares, des endroits pour les enfants, etc. Il y a également les villes militaires, les territoires où vivent nos soldats, des territoires qui sont à accès limité. Ce programme de rénovation doit fonctionner d'ici 2030 et avec des financements globaux du budget fédéral avec pas moins de 10 milliards de roubles. Je souligne que cela concerne la composante militaire de notre région. La quantité de militaires va augmenter, militaires dans la région. Nous devrons mettre en place de nouvelles productions, créer de nouveaux emplois
Il faudra donc des écoles, des hôpitaux, des polycliniques, des jardins d'enfants et bien sûr des logements. Le ministère de la Défense, le ministère de la Construction, avec les régions, tous doivent travailler à la résolution de ces questions sur site de manière à déterminer quelles sont les ressources et les délais qui doivent être impartis au soutien pour résoudre ces questions, en particulier l'article, en particulier avoir pour trouver des solutions, pour construire des bâtiments, pour faire des questions, pour résoudre les questions de manière fiable. Ensuite, il y a la question du changement climatique. Je propose la création d'un centre scientifique pour étudier ces questions avec des institutions fédérales et pour créer une base scientifique pour l'adaptation technologique aux infrastructures. Nous allons créer toutes ces choses car il s'agit, j'y compte, de trouver des centres, de mettre en place des centres multifonctionnels avec des complexes sportifs administratifs, avec tous les services où on peut tout faire sous un seul toit. Les citoyens doivent pouvoir formuler leurs demandes. Il s'agit également de travailler à l'économie de services. Également de créer des plateformes culturelles. Il s'agit également de stimuler des initiatives. Nous avons un programme particulier de soutien aux PME dans la région. Non. Il est important d'améliorer son efficacité. Je demande au gouvernement de corriger les paramètres de ces programmes, en particulier d'élargir ces secteurs d'activité. Créer de petites entreprises et de leur donner des possibilités complémentaires en matière de crédit et de subventions. La santé est un domaine à part et il faut que les populations les plus éloignées puissent bénéficier des systèmes de santé. C'est pourquoi je propose la création de nouveaux services. Il faudra mettre en place la technologie numérique avec des systèmes mobiles, avec de l'intelligence artificielle qui permettra à distance de diagnostiquer pour déterminer telle ou telle maladie et les recommandations adéquates pour les soins. Ensuite, il y a la question de l'écologie qui est extrêmement sensible. Je rappelle le premier fonds que nous avions mis en place où nous avions considéré ceci comme essentiel pour l'Arctique. Il y a le traitement des déchets et des déchets métalliques et autres. Nous avons travaillé avec des dizaines de bénévoles. Nous allons poursuivre ce travail, y compris pour résoudre des problèmes aussi aigus que la propreté de l'eau suite au passage des navires. Et pour cela, il faut de l'argent. C'est pourquoi nous devrons résoudre ces questions, y compris les questions financières. Nous allons éliminer les déchets technologiques dans les villes les plus reculées. Nous allons créer une revitalisation des bâtiments de manière à créer un système de recyclage. Nous allons rendre notre dette à l'Arctique, étant donné sa capacité naturelle unique. Il est très important de garantir un équilibre entre l'utilisation des richesses de la nature et la préservation de l'environnement. Pour tester les nouvelles technologies, les zones multipolaires de l'Oural et autres, d'ici fin 2028, nous allons créer
un système de préservation avec des scientifiques qui vont en faire des recherches en matière d'énergie verte pour l'Arctique. C'est nécessaire et pour cela, il faut des télécommunications, des nouveaux matériaux, une nouvelle gestion des matériaux et également de la santé. Nous devons travailler avec diverses professions, des entrepreneurs, des jeunes, et c'est ici qu'interviennent le travail des nouvelles générations. Les gens doivent pouvoir s'installer, acheter des logements. C'est pourquoi nous proposerons des taux d'emprunt hypothécaire préférentiels, notamment pour les médecins qui veulent par exemple acheter un logement. Nous devrons travailler avec les hypothèques de l'Arctique, avec des taux préférentiels également pour les personnes ayant participé à l'opération spéciale. Ensuite, il y a la question des logements d'urgence. Nous devons résoudre ce problème sur moins de 10 ans. Comme vous le savez, en Extrême-Orient, nous avons lancé un programme d'accès au logement locatif. Il y a des jeunes qui terminent leurs études, qui veulent se mettre au travail, qui doivent pouvoir louer un logement à des loyers modérés. Et c'est pourquoi nous devons offrir des moyens avec les budgets régionaux et fédéraux. Il s'agit de faire en sorte de faire la même chose en Arctique et de manière à ce que les personnes puissent entamer une carrière dans la région. Le programme devra démarrer d'ici 2026. Nous nous sommes mis d'accord sur la propagation d'un nouveau système de personnel d'ici 2030 avec des personnes qui travaillent donc en Arctique et qui viennent de tout le pays. Le Nord est essentiel pour l'ensemble des personnes. Il s'agit de travailler avec des scientifiques, notamment M. Chigarov. Je propose en sa mémoire de créer une bourse particulière pour soutenir les jeunes dans le cadre des nouveaux projets écologiques en Arctique. À l'heure où le monde observe avec attention les développements de ce forum, la participation de Vladimir Poutine soulève de nombreuses questions. Pourquoi l'Arctique devient-il un terrain d'affrontement d'une telle intensité? Au-delà des discours diplomatiques, quelles véritables manœuvres sont en cours sous la surface glacée de cette région essentielle pour l'avenir énergétique et stratégique de la planète? En tout cas, ce forum de l'Arctique n'est que le début d'une série d'événements qui pourraient redéfinir les rapports de force mondiaux. Et une chose est sûre, la scène internationale ne sera plus jamais la même après ce rassemblement. Alors, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Activez la cloche pour être informé en temps réel. À très bientôt pour de nouvelles analyses.